Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous sommes arrivés à un stade où l'étoile a épuisé son combustible. Et le destin de l'étoile dépend fortement de sa masse. Pour une masse inférieure à quelques masses solaires, le cœur d'hélium qui fusionne se forme, mais ça ne va pas plus loin. Le carbone apparaît et pas de fusion plus loin. Ce qui se passe, c'est que la masse de l'étoile est plus petite et donc la contraction n'arrive pas à augmenter la température suffisamment, le poids n'est pas assez fort, la pression n'est pas assez forte, la température ne grimpe pas assez pour permettre la fusion du carbone. La matière qui se forme avec l'hélium sous des conditions de pression, de température, de densité, forme ce qu'on appelle de la matière dégénérée. C'est la matière qui compose les naines blanches et que nous étudierons en détail un peu plus tard. La pression dans la matière dégénérée est particulièrement grande, elle est énorme. Et cela suffit à compenser le poids de l'étoile. Ce qui fait que la fusion du carbone n'entre pas en compte. De plus, la matière dégénérée est un très très bon conducteur thermique. La chaleur circule très facilement dans ce genre de matière. Et enfin, sa pression énorme dépend très peu de la température. C'est donc une matière d'une très grande stabilité. Notons que ça explique aussi la brutalité du passage à l'hélium. Car dans cet état, à la fusion de l'hélium, car on a l'hélium qui est dans cet état, et dans cet état, rien ne peut compenser le passage à la fusion. Pas de chute de température avec la pression, pas de variation à cause de cette extrême stabilité. Donc on a une brusque flambée et la chaleur se propage très bien dans tout le cœur, de manière homogène. Et donc on a un passage à la fusion de l'hélium qui est vraiment brutal, d'où le fameux flash de l'hélium. Et la fusion s'entame ainsi jusqu'à un certain seuil où l'hélium commence alors à brûler tranquillement. Par brûler, j'entends fusion thermonucléaire, bien sûr. Le carbone se forme, et dès que l'hélium est épuisé, ça s'éteint, tout simplement. En fait, ça continue un moment dans les couches supérieures, où on a toujours de l'hélium qui brûle dans une couche suivante, et de l'hydrogène dans la couche suivante. Mais ça va pas plus loin, et ça va continuer à brûler comme ça, jusqu'à épuisement. L'énergie fournie par le cœur diminue, forcément, puisque la fusion s'y arrête, et donc l'enveloppe de l'étoile commence à rétrécir. Cela va assez vite, ça prend quelques millions d'années. Tout est relatif, des millions d'années, pour nous c'est énorme, mais à l'échelle des étoiles c'est rien du tout. Et lorsque les couches en combustion se rapprochent de la surface, et lorsqu'il ne reste plus que vraiment la couche extérieure, la fusion qui se produit, de l'hydrogène qui se produit à ce niveau-là, souffle littéralement le reste de l'étoile, la couche supérieure est soufflée dans l'espace et contribue à la nébuleuse planétaire. Et puis la combustion s'arrête, tout le combustible est épuisé et la combustion s'arrête ainsi que la contraction, la pression, maintenant l'équilibre. Et on atteint, c'est l'état de naine blanche. L'état de naine blanche se refroidit très lentement. En fait, la matière dégénérée absorbe très très mal le rayonnement électromagnétique. C'est un très très mauvais corps noir. Et de fait, cette matière, même à température très élevée, émet très peu de rayonnement. Les naines blanches sont très pâles. Et donc, elles mettent très longtemps à se refroidir. On considère qu'il faudrait peut-être une centaine de milliards d'années pour atteindre le stade de naine noire. Il est évident qu'avec un univers de 13,6 milliards d'années, on n'observe pas encore de naine noire. Mais progressivement, les naines blanches s'éteindront dans le futur. Une naine blanche ne peut pas avoir n'importe quelle masse. Il existe une masse limite théorique
qu'on peut calculer. Ce n'est même pas si complexe que cela. Dans mon cours de physique statistique, j'ai un exercice consistait à calculer cette masse. Et cette masse limite est appelée masse de Chandrasekhar. Elle est exactement de 1,4 fois la masse du Soleil. Donc une masse et demie à peu près. Et effectivement, dans toutes les naines blanches qu'on observe, on observe beaucoup dans notre galaxie et dans des galaxies proches, on n'a jamais observé une naine blanche avec une masse plus grande que ça. Ce qui se passe, c'est que si la masse est plus grande, la pression maintient le poids de l'étoile, mais si la masse continue d'augmenter, le poids devient trop grand, malgré la pression, et l'étoile finit quand même par s'effondrer. À ce moment-là, la matière est très comprimée, les protons se rapprochent des électrons qui fusionnent et se transforment en neutrons. C'est l'inverse de la radioactivité bêta. On reviendra plus tard sur l'état qui est obtenu ainsi. Un état rempli de neutrons. Notons qu'on a parlé d'une masse initiale qui est de quelques masses solaires. Mais on n'atteint pas cette limite parce que beaucoup de masse est perdue. Pendant la phase de géante rouge, le vent stellaire très intense et la couche supérieure de l'étoile qui est soufflée à la fin de la combustion de l'étoile. Et donc, pour des petites étoiles, on aboutit toujours au stade de naine blanche, ce qui reste à une masse inférieure à 1,4 masse solaire. On arrive ensuite à l'autre catégorie, les étoiles dont la masse est d'environ 10 masses solaires ou plus. Là, le destin est beaucoup plus spectaculaire. La compression, cette fois, avec la masse énorme, est largement suffisante que pour entamer la fusion du carbone. La température dans le cœur devient énorme, vraiment énorme, et dans cet état de température particulièrement grande, la matière n'est pas dans un état de matière dégénérée. De plus, la densité y est énorme, les protons et les électrons là aussi se transforment en neutrons, en partie, quelques petites parties, et cela aussi contribue à faire baisser la pression, parce que protons plus électrons donnent neutrons, ça fait une particule de moins. Et donc, moins de particules pour faire des chocs et donner de la pression. La pression baisse. Et donc, ça facilite cette contraction et cette augmentation de température. Moralité, cette fois-ci, il n'y a plus de barrière. Toute la série va suivre. Le carbone fusionne, le néon, l'oxygène, le silicium, jusqu'au fer et nickel. Et avec le fer et le nickel, stop. Stop, parce que la fusion, nous l'avons dit, la fusion du fer et du nickel consomme de l'énergie. On dit qu'elle est endothermique. Elle n'est pas exothermique, c'est-à-dire qu'elle ne dégage pas de la chaleur, mais elle en consomme. Elle consomme de l'énergie. De plus, rappelez-vous, je vous avais dit que les réactions de fusion allaient de plus en plus vite. Parce que la fusion des grands noyaux produit moins d'énergie. Et de plus, parce que la température est colossale et facilite la fusion. Et donc, les réactions vont de plus en plus vite jusqu'au silicium. Et tout d'un coup, avec le fer et le nickel, c'est fini. Et l'arrêt est brutal. Vraiment brutal. L'arrêt se fait en une fraction de seconde. Le cœur de fer et de nickel se forme et poum, terminé. C'est pratiquement comme si on soufflait une bougie. Fini. Notons que un autre phénomène intervient aussi. Dans la couche au-dessus du noyau de fer et de nickel, on a la fusion de silicium ou d'oxygène à des températures extrêmement élevées. Rappelez-vous, je vous avais cité, on parle de milliards de degrés. Et ça produit des rayons gamma très intenses et des rayons gamma extrêmement énergétiques. Vraiment très très énergétiques. Et ceux-ci sont capables de briser les noyaux de fer et de nickel.
Un noyau de fer va ainsi se briser en 13 noyaux d'hélium plus 4 neutrons. Cette réaction est extrêmement défavorable. Elle est très endothermique. En somme, on perd là tout ce qui avait été produit par fusion, d'un seul coup. Et donc, là aussi, ça contribue à refroidir brutalement le cœur et à cet arrêt brutal, vraiment brutal. D'un seul coup, la pression de radiation s'arrête. Le cœur s'éteint, plus de pression de radiation. Et donc, l'enveloppe n'est plus retenue, le poids de l'enveloppe de l'étoile n'est plus compensé par la pression de radiation. Et d'un seul coup, l'enveloppe va tomber. En fait, elle tombe littéralement en chute libre. Brusquement, elle tombe sur le cœur de l'étoile. Sur le cœur de fer. Et c'est des milliards de tonnes qui dégringolent sur le cœur de fer. Le choc est extrêmement violent. Cela fait partie des chocs parmi les plus violents qui existent dans l'univers. C'est pas le plus violent de tous, à part peut-être le Big Bang, l'origine de l'univers. C'est un choc incroyablement violent qui dépasse de nombreux ordres de grandeur tout ce qu'on peut faire sur Terre. C'est incroyablement violent. Cela provoque une brutale compression du cœur et de l'enveloppe qui s'écrase sur le cœur. L'étoile est brusquement comprimée de manière extrême. Cela entraîne plusieurs choses. D'abord, dans l'enveloppe, on a une augmentation absolument phénoménale de la température, de la pression et de la densité. On atteint des états vraiment extrêmes, en milliards de degrés, avec des pressions qu'on ne peut même pas imaginer, des densités qui se chiffrent en milliers de tonnes par centimètre cube, et cela entraîne une fusion massive, y compris du fer, en des éléments de plus en plus lourds. Tout y passe. C'est très défavorable, mais étant donné la violence incroyable du choc, c'est pas l'énergie qui manque. L'énergie est disponible. Et donc, il va se former tous les noyaux, jusqu'au plus lourd, jusqu'à l'uranium et même au-delà. Ceux au-delà sont plus instables, mais tous se forment, tous les noyaux. C'est à ce moment-là que la nature crée et fabrique l'uranium que nous utilisons sur Terre. Ensuite, le cœur de fer est incroyablement comprimé, d'une violence inouïe. Cela accélère fortement la fusion des protons et des électrons pour former des neutrons. Les neutrons se forment alors de manière massive. Très très grosse quantité de neutrons qui est produite. Troisième effet, en fait le cœur ne rétrécit quasiment pas. Il est d'une rigidité extrême. Parce que les nucléons, protons, neutrons, sont presque les uns sur les autres. Ils ne savent plus aller plus loin. Donc le cœur ne réagit pratiquement pas, et sous l'enveloppe qui tombe et qui le heurte avec une violence inouïe, l'enveloppe rebondit. Bam! Enfin, cette création massive de neutrons s'accompagne d'émissions de neutrinos. On a en fait proton plus électron donne un neutron plus un neutrino. On a donc d'un seul coup un flux immense, gigantesque de neutrinos. On l'a dit, les neutrinos sont fantomatiques. Ils passent à travers le Soleil, ils passent à travers la Terre, ils passent à travers nous. Ils sont difficiles à détecter, sauf que il y a trois choses qui vont contribuer à ce que ça ne soit pas le cas ici. Premièrement, le flux de neutrinos qui est produit en quelques secondes est colossal, mais vraiment énorme. Et même si un petit pourcentage seulement est absorbé, c'est pas négligeable. L'effet, il faut en tenir compte. Ensuite, la densité, suite à cette compression colossale, la densité de la matière est énorme, gigantesque. Et donc, elle est plus opaque aux neutrinos. Enfin, les neutrinos qui sont produits de cette manière sont particulièrement énergétiques. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils sont 50 à 100 fois plus énergétiques que ceux produits par le Soleil. Notons d'ailleurs
qu'on a eu la chance, on va aboutir au stade des supernovas. Ces supernovas ne sont pas parmi les plus fréquentes. On considère qu'il y en a une par siècle dans une galaxie. C'est pas énorme. Et on a eu la chance d'en avoir une qui s'est déclenchée. Il y avait un bout de temps qu'on n'en avait plus. Et les astrophysiciens auraient bien voulu en voir une nouvelle. Il y en avait une célèbre, celle observée par les Chinois autour de l'an 1000. Et depuis, il n'y en avait pas eu beaucoup. Et là, il y en a eu une, en fait, non pas dans notre galaxie, mais dans une galaxie naine qui tourne autour de notre galaxie. Un des nuages dits de Magellan. Il y a deux nuages, deux petites galaxies naines comme ça, petits et grands nuages de Magellan, qui tournent autour de notre galaxie. Et c'est dans ces nuages-là qu'on a détecté une supernova. Et on a pu détecter, grâce au grand détecteur de neutrinos, on a pu détecter les neutrinos venant de ces supernovas. Ces neutrinos sont 50 à 100 fois plus énergétiques. Et ils interagissent alors plus facilement avec la matière. En fait, l'interaction entre les neutrinos et la matière est proportionnelle à peu près au carré de l'énergie. Donc ces neutrinos-là interagissent 2000 à 10 000 fois plus que les neutrinos qui viennent du Soleil. Pour des trucs très fantomatiques, 10 000 fois plus, ça reste encore un peu fantomatique. Mais n'oublions pas ce flux extraordinairement intense et cette matière hyper dense, particulièrement opaque. Voilà, nous sommes presque arrivés au drame. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite. Dans la prochaine vidéo, ça va faire boum. Je vous remercie.